Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour mes amis et bon dimanche de fraîcheur. Oui, enfin, fraîcheur, toute relative évidemment. Mais si on compare globalement à la semaine qui vient de s'écouler, je crois qu'on est tous contents d'avoir quelques degrés de moins, ne serait-ce que quelques degrés et même un peu plus pour certains. Donc la canicule, la chaleur, ça a été l'actualité de votre semaine. On ne parlait que de ça sur les antennes. Et même dans l'alimentaire, croyez-moi, ça a posé des problèmes. Et pas seulement dans la logistique et dans la conservation des aliments, mais également dans la production. On va s'intéresser non pas à la chaleur sur terre, mais à la chaleur sur mer. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Et pour parler de ce sujet éminemment intéressant au moment où les vacances se profilent et où on va être sur les littoraux pour beaucoup d'entre nous, j'ai invité Sonia Bichet qui est meilleure ouvrier de France, poissonnière et caillère. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, poissonnière et caillère, on va tout de suite expliquer que c'est le même concours pour les meilleurs ouvriers de France, qui sont toujours le haut du panier de leur artisanat. Mais comment ça se fait qu'on ait réuni les deux ? Il n'y avait pas assez à faire dans chacune des deux pour donner un titre de MOF ? Je pense, mais très honnêtement, c'est parce que le poissonnier a toujours fait des plateaux de fruits de mer, il a la glace, il est à proximité, il achète déjà des produits qui viennent de la mer. Après, c'est vrai que moi, dans mon parcours, je me suis spécialisée dans les fruits de mer et le métier des caillers est bien un métier à part entière. Bah oui, voilà. Carrément. Quand on envoie 50 plateaux dans un restaurant, c'est pas la même chose qu'en poissonnerie, mais on a les mêmes compétences, donc on a réuni les deux dans un même MOF. Alors, l'histoire de Sonia Bichet, jeune MOF de 30 ans. Sonia, vous êtes un prototype parce que vous êtes native d'Île-de-France, de la Haute-Vallée de Chevreuse, c'est-à-dire vraiment au milieu des terres, et vous rêviez déjà de maritime et de littoraux et de voyages quand vous étiez petite ? Pas du tout. Pas du tout, c'était une reconversion. C'est ça, je ne mangeais pas de poisson, je passais devant les poissonneries en me pinçant le nez. Oui, c'est comme quoi. Et à 17 ans, il a fallu travailler pour gagner ses premiers sous. En face de mon lycée, puisque j'étais en terminale S, il y avait une poissonnerie. Et je me suis lancée là-dedans et le marché m'a pris. Et aujourd'hui, j'ai continué. Ouais, et maintenant, c'est une passion, parce qu'on ne devient pas meilleur ouvrier de France, meilleure ouvrière de France, sans être passionné par ce que vous faites. Non, c'est ça, ouais. Depuis, j'ai fait un bac pro en 2 ans et j'ai été meilleure apprentie de France. Ce jour-là, mon formateur passait les meilleurs ouvriers de France. C'est devenu un rêve et pendant 8 ans, tous les matins, je n'ai rêvé que de ça et j'ai travaillé pour. Alors, on le redit, mais dans le concours des meilleurs ouvriers de France, environ tous les 4 ans, dans différentes professions, plus de 200 professions, et qui ne touchent évidemment pas uniquement au métier de bouche et bien au-delà, mais enfin, c'est toujours des formes d'artisanat, en quelque sorte. Dans ce MOF poissonnier et caillé, il y a les 2 épreuves. C'est-à-dire qu'on passe des épreuves typiquement poissonnières et d'autres typiquement écaillères. Oui, c'est ça. On a le côté poissonnier qui est représenté par le filetage. Et par la découpe. Alors, c'est lever des filets et préparer les poissons, les vider, les fileter. C'est ça. On peut les gratter vidés, mais on peut faire des portefeuilles, des rôtis, des paupiettes. On a une épreuve de poisson cru, donc tout ce qui est découpe de poisson cru. Et qu'est-ce que c'était lorsque vous l'avez passé, vous, en 2023 ? On a dû faire carpaccio. Des fines tranches, donc le carpaccio, puis des tartares et des assaisonnements qui étaient libres. Donc on était aussi jugés sur l'assaisonnement. On cuisine un peu donc. On cuisine un petit peu, En tout cas, on accompagne pour mettre en lumière nos poissons. D'accord. Et après, on a toute la partie cuisson des crustacés et ouverture de coquillages où là, c'est vraiment le métier des caillers. Et on fait un plateau de fruits de mer. Surtout que les coquillages, on va en parler là, ils sont nombreux sur notre littoral, sur nos littoraux. Ils sont variés et les ouvertures, c'est pas la même chose, une palourde, une praire, une moule. Je suppose qu'il y a des techniques et des finesses. Oui, il y a de la technique, mais il y a beaucoup de finesse. Finalement, il faut pas du tout utiliser la force, sinon j'aurais jamais pu faire ces métiers-là. Mais c'est tout en finesse, c'est tout délicat, et puis une fois qu'on a la bonne technique... l'anatomie des coquillages, en fait. Complètement. Et des crustacés, parce que ça fait partie aussi du métier des caillers. Oui, complètement, c'est ça. Il faut savoir où sont les muscles à couper, et surtout faire très attention quand on utilise un couteau. Ouh là là, ouais. Ça, alors, qu'est-ce qu'on peut se blesser avec un couteau à huître, c'est terrible. Moi, je sais que vous avez eu, parmi tous ceux qui vous ont aidé dans votre carrière, un mentor qui était Marcel Lezoal, qui a été champion du monde des écaillés. Et Marcel disait toujours, c'est l'huître qu'on pousse vers le couteau et pas le couteau qu'on pousse dans l'huître.
Ouais. Vous validez ça? C'est exactement ça. Et on arrête aussi les couteaux à huîtres avec des gardes. Ouais. Ça, c'est très dangereux. Ou même le pouce, il vaut mieux mettre le pouce au bout. C'est ça. On prend le couteau à la pointe et on laisse un demi-centimètre pour ouvrir les huîtres. Sonia Bichet, c'est incroyable avec votre jeunesse d'avoir autant d'expérience déjà. Vous êtes carrément tombé dedans. Quand je dis c'est devenu votre passion, au point que vous avez fait ce que font parfois les artisans des métiers de bouche, les compagnons, un tour de France. Vous avez fait un tour du monde, carrément. Oui, c'est ça. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que quand j'avais l'histoire du produit, ça m'a amené des goûts, des saveurs. Et donc c'est vrai que quand on est meilleur ouvrier de France, on est très bon techniquement, on est très bon en connaissance de livres. Mais moi, il me manquait mon histoire. Mon grand-père n'est pas pêcheur. Et je me suis dit, ok, maintenant il faut que je défende une filière et qui est avec l'environnement et tout ce qui se passe, qui est quand même très impactée par tout ça. Et donc je suis partie et j'ai fait 18 pays l'année dernière pour me rendre compte de mon métier. Et là, vous vous êtes rendu compte que déjà il y a une grande diversité à la fois alors d'espèces, de variétés et de techniques en France. Mais alors là, en multipliant par le nombre de pays que vous avez visités, vous avez dû avoir les yeux qui papillonnaient dans tous les sens. Hein, oui. Que des pays maritimes, évidemment. Hein, c'est ça. Ou lacustres, parfois. Vous intéressez aussi aux produits d'eau douce? Un petit peu. Un petit peu, mais bon, c'est pas le principal du métier. Et qu'est-ce que vous avez découvert avec ce tour du monde? J'ai découvert qu'il fallait s'engager, qu'on avait une filière qui était incroyable, qu'on a des techniques de pêche qui sont dingues et qu'en général, c'est les petites communautés qui souffrent le plus. Mais après, voilà, j'ai plongé avec les femmes Ama au Japon. C'est des femmes qui ont entre 50 et 80 ans, qui ont du mal à marcher, mais qui plongent en apnée à 7 mètres de profondeur tous les matins pour aller chercher des concombres, des ormeaux. C'est complètement dingue. C'est les mêmes que les chercheuses de perles dans les huîtres de jadis, hein, en fait. C'est ça. Elle plonge au tuba, quoi, en apnée. Quoi. En apnée, complètement, ouais. Ah là là, c'est fou ça. Hein. Non, c'est hallucinant, oui. Ouais, et vous avez fait ça avec elle? J'ai fait ça avec elle, ouais. J'ai eu la chance de faire ça, complètement. Mais voilà, j'ai eu la chance de découvrir plein de nouveaux produits, mais j'ai surtout eu la chance de me rendre compte que la France, on avait un merroir. Parce qu'on parle souvent de terroir, mais on peut dire merroir. Ah, j'aime bien ce mot. Qui est complètement dingue, avec des artisans de fou et des savoir-faire qui doivent perdurer dans le temps. Et du coup, c'est pour ça qu'en revenant, je me suis dit, j'ai commencé un tour de France que j'ai fini aujourd'hui pour mettre nos artisans et nos producteurs en avant, parce que pour moi, ça me tenait à cœur. Et quand vous parlez de ce miroir français, on n'oublie pas évidemment qu'on n'est pas qu'une métropole, qu'on a énormément, je crois, le plus grand domaine maritime dans tous les océans du monde, et donc des miroirs différents quand on va au bout du monde, toujours sur des littoraux français. Ah c'est ça, moi on a l'Atlantique, la Méditerranée, mais en effet on a tous les dom-toms. Ouais. Moi ma mère habite en Martinique, donc j'y suis souvent. Voilà. Et c'est vrai qu'on a des espèces et des pêches qui sont complètement différentes aussi. Donc, et puis l'océan Indien, et puis le Pacifique, et même l'océan Antarctique qui entoure avec des terres très australes. Donc en fait on est sur toutes les mers, et donc on a, on dirait, on a toutes les méthodes de pêche qui sont rattachées à notre culture de la pêche française. Complètement. Puis je pense, très honnêtement, sans être chauvine, qu'on a l'une des plus belles pêches du monde. Voilà, une des plus belles pêches, et espérons une pêche respectueuse, parce que c'est un vrai sujet. Hein, quand on a votre âge, dans cette génération actuelle qui n'a pas connu peut-être l'opulence des mers qui était celle d'il y a 40 ans, 50 ans, on est forcé de jouer avec cette carte du durable et de faire attention tout le temps à ce qu'on prélève. Mais c'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça que je monte sur les bateaux de pêche et que je vais à la rencontre des producteurs. C'est pour me rendre compte. Et puis, il faut savoir que toute la jeunesse qui arrive, elle est très intelligente. C'est des gens qui sont passionnés, qui évidemment veulent que leur métier perdure dans le temps. Donc, en fait, on est tous en pleine réflexion pour savoir comment faire au mieux pour que dans des années, il y ait encore des stocks de poissons. Et pour gérer la ressource, oui. Ouais, complètement. Mais est-ce que vous êtes de celles et ceux qui disent dans 20 ans, on mangera plus de poissons sauvages, il y aura plus que de l'élevage? Non, je le dis pas parce que c'est pas quelque chose que je souhaite. Oui. Mais bien évidemment, aujourd'hui, entre la pollution, le réchauffement climatique et l'augmentation de l'humain sur Terre, il va falloir qu'on réfléchisse énormément pour faire au mieux. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Ouais, en plus, on prélève maintenant des espèces qui ne servent pas directement à nourrir l'homme, mais qui servent à nourrir, par exemple, des poissons d'élevage. Hein, des espèces qu'on ne prélevait pas jadis parce qu'elles sont pas, je dirais, très sexy sur les étalages, et qui vont être soit mis en granulés, en pâte de poisson, et qui vont nourrir des poissons d'élevage qui nous nourrissent en deuxième rideau. C'est grave, ça aussi.
C'est grave, mais aujourd'hui, l'élevage, on ne peut pas l'effacer des conversations. Il faut on doit l'inclure dans nos réflexions. Donc oui, on prélève en effet des stocks qui ne sont pas forcément destinés à la consommation directe. Aujourd'hui, on a l'algue qui rentre et qui joue un gros rôle aussi. On cherche des formes de protéines qui peuvent nous aider pour que les élevages marins consomment moins de poissons sauvages. Mais aujourd'hui, on fait des énormes progrès sur l'élevage et je pense qu'on ne peut pas juste bannir ça des réflexions. Non. De toute façon, il faut nourrir tout le monde et il faut nourrir avec des produits de la mer, parce que c'est une ressource qui devrait être inépuisable si on s'en occupe pas trop mal. Restez avec moi, Sonia Bichet, parce que vous avez cité évidemment dans les graves conséquences de notre activité humaine, le réchauffement climatique, en tout cas son accélération par nos comportements un petit peu déviants. On va en parler parce que cette chaleur, cette canicule qu'on vient de vivre cette semaine, elle impacte le milieu marin, évidemment. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ce matin, vous avez la chance d'écouter Sonia Bichet qui est avec moi ce matin, qui est meilleure ouvrière de France, poissonnière et caillère, deux métiers qui sont réunis dans un seul diplôme, que tout le monde s'envie évidemment dans l'artisanat parce que les MOF, c'est l'excellence de leur profession. Alors Sonia Bichet, elle est jeune, c'est une jeune MOF, très engagée. On l'a dit, vous avez fait un tour de France et un tour du monde pour aller à la rencontre de plein de techniques de pêche et de techniques de poissonnerie différentes. Dans ce tour du monde que vous avez exécuté, vous avez emporté caméra et micro quand même. Vous avez filmé parce que tout ça, c'est l'objet aussi d'un documentaire à épisode. Oui, complètement. Mon tour du monde, j'ai essayé de le filmer par moi-même. Donc ça s'est retrouvé sur Instagram. Mais par contre, le Tour de France, on a fait des vrais épisodes qui se retrouvent sur YouTube de 20-25 minutes et on essaye de partir de la pêche jusqu'à la cuisine et la transmission avec les enfants dans les écoles primaires. Alors, comment est-ce qu'il s'appelle comment s'appelle votre chaîne YouTube ? Sonia Bichet, mais les épisodes sont 20 milieux sur les mers. 20 milieux sur les mers, ça c'est malin, effectivement. Alors Sonia Bichet, je vous ai fait venir parce que je me pose des grosses questions. On va partir en vacances, on va être sur les taureaux, on a des comportements de consommation qui sont pas toujours adaptés. Et là, par exemple, j'ai été alerté cette semaine par les ostréiculteurs et mytiliculteurs de l'étang de Thau, parce qu'évidemment, l'étang de Thau, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est entre Sète et le continent. Il y a cet étang qui est un peu une marmite, parce que c'est fermé, même s'il y a des entrées maritimes. Et du coup, là où il fait chaud en Méditerranée, on sait qu'elle est parfois à 5 degrés de plus que la normale en cette saison. L'étang de Thau, c'est encore pire et les moules ont beaucoup souffert. Oui, complètement. Il faut savoir qu'en fait, le réchauffement climatique, c'est le CO2 qui ne part pas, ça réchauffe l'air, mais c'est l'océan qui absorbe une grande majorité de la chaleur. Et en fait, quand le CO2 arrive dans les océans, ça fait de l'acide carbonique. Donc, on a une acidification de l'eau, et ce qui fait que on a beaucoup moins de phytoplancton et de zooplancton. Donc, la nourriture disparaît. Et pour tout ce qui est coquillage, ils ont énormément de mal à faire une coquille épaisse. Donc, c'est beaucoup plus fin, donc beaucoup plus vulnérable. Et puis, ça enlève énormément d'oxygène. Ah oui, alors d'ailleurs, soyons clairs, nous on se nourrit en respirant de l'oxygène de l'air. Ouais. Les poissons, avec leurs branchies, ils se nourrissent de l'oxygène de l'eau. Et s'il y a plus de gaz carbonique, ils étouffent en quelque sorte. Oui, c'est ça, ils étouffent et puis du coup ils bougent. On a des populations qui partent vers le nord, qui partent vers les profondeurs. On a une reproduction qui est difficile parce que les poissons ne retrouvent pas forcément leur lieu de ponte. Donc oui, c'est un gros dérèglement. Que d'avoir moins d'oxygène et d'avoir des océans qui s'acidifient, Alors on sait que la ressource méditerranéenne, elle est toujours un petit peu en balance. Vous avez travaillé à Monaco longtemps, donc vous connaissez bien le sujet. On a perdu énormément en sardines, en anchois, en petits poissons bleus, et je ne parle pas du reste. Toute cette population halieutique, elle a tendance à migrer vers le nord, vers la fraîcheur. Complètement. Le sard, par exemple, c'était une espèce emblématique de la Méditerranée. Maintenant, on le retrouve en Bretagne. Le barracuda, qui vient de la mer Rouge, on la retrouve en Méditerranée. Donc, en fait, ça déséquilibre complètement les relations proie et prédateur. Bien sûr. Et pour les pêcheurs, évidemment, ça change tout parce qu'il faut changer les techniques de pêche, il faut réfléchir où sont les poissons. Donc non, il y a un gros dérèglement qui se fait en ce moment, mais ça fait déjà 10 ans qu'on l'alerte. Quel est le comportement à tenir en vacances ? Je dirais, si on est un touriste moyen, comme moi, sur le littoral, quelle est la situation des restaurateurs en bord de mer et quelle est l'attitude responsable qu'on doit tenir quand on est client ?
Mais moi, je pense qu'il faut manger local. Voilà, en fonction de là où on est. Petite pêche, quoi, si on peut. Petite pêche, bien évidemment. La pêche de ligne, c'est le top du top, mais on a des chaluts qui travaillent très bien en France et qui permettent d'avoir une diversité et des prix qui sont un petit peu plus bas aussi. Donc voilà, aller faire le marché, manger local, ne pas hésiter à parler aux artisans parce qu'on est là, mais on étudie. Si on fait des études, c'est parce qu'on a des connaissances à retransmettre et on adore faire ça. Donc et puis cuisiner, faire à manger soi-même, c'est important aussi. Bah oui, aller faire le marché, acheter ses moules plutôt que d'aller toujours les consommer au restaurant. C'est bien de cuisiner soi-même et pas d'acheter du tout prêt. Oui, c'est ça, pas acheter du tout prêt. Après, aller au restaurant, ça fait marcher les restaurants ou aller dans les dégustations aussi, bien sûr. De producteurs. Donc non, mais vraiment essayer de manger local et puis essayer de se renseigner là où on va, même quand on fait de la pêche, quand on va ramasser à la main sur les plages, se renseigner sur les tailles qui sont acceptées aussi, c'est très important parce que la pêche à pied aujourd'hui, beaucoup la pratiquent, mais il y a une réglementation à respecter. Ah oui, alors parlons justement de pêche à pied, parlons de coquillages et de crustacés de nos littoraux. Je le disais, beaucoup de variétés de coquillages, c'est incroyable d'ailleurs. Là, cet été, on a les moules, on a les palourdes, on a les coques, on a les tellines. Les tellines, c'est un petit coquillage, un peu comme des petits Vénus. C'est ça, c'est très italien. Et ça, faire des pâtes aux tellines, c'est quand même... Ah ça, c'est très méditerranéen, c'est vraiment le littoral languedocien, la telline. Hein. C'est ça. C'est ça. Depuis le Gard jusqu'à l'Hérault, etc., là, on peut en trouver. C'est ça, et puis les moules, quoi. Et les coques. Et les coques. Qu'est-ce que j'aime les coques. C'est merveilleux dans les pâtes. Oui, il faut penser à les faire dégorger. Donc on met de l'eau salée, on met les coques dedans et on les laisse recracher un peu le sable. Mais après, c'est vraiment délicieux. Est-ce que tous les coquillages qu'on vient de citer, et il y en a sûrement les violets par exemple, est-ce qu'ils se mangent tous crus? Oui. Oui, globalement, on n'est pas obligé de les cuire. Hein. Non, par contre, on fait très attention à la fraîcheur. Donc la fraîcheur, on la regarde quand le coquillage il est bien fermé. Il faut qu'il soit encore un peu humide et puis à l'odeur. En fait, visuellement, si on n'a pas envie de manger, on ne mange pas. Faut se faire confiance. Oui, vraiment. Oui, complètement. C'est les yeux en premier, le nez après, et puis... et puis après, le plaisir. Parlons crustacés maintenant, parce que souvent, on parle des fruits de mer, en général, qui mêlent coquillage et crustacés. Les crustacés, ce sont toutes ces bébêtes avec des décapodes, 10 pattes. Donc, le homard, la langouste, les crevettes, les langoustines, etc. Est-ce qu'on en a encore une bonne ressource? Parce que, par exemple, je veux penser à un crabe, moi, que j'adore, qui est le tourteau. Il y a eu une grosse tension sur le tourteau. Il y a une tension sur le tourteau et on peut le remplacer amplement par l'araignée de mer, qui est tout aussi bonne. Et pour le coup, on a des... Et invasive. C'est exactement ça. On en a trop, d'ailleurs, dans un des épisodes, on en parle et on montre comment décortiquer une araignée avec les enfants, parce que c'est important. Mais avec les enfants, vaut pas mieux le faire avec les doigts? Non, c'était un petit jeu de mots. Alors, mais ce que je veux dire, l'araignée, c'est du boulot. Je veux pas décourager, mais quand vous dites on montre comment le faire, il faut y passer du temps, parce qu'il faut aller chercher dans les pattes, elles sont longues, elles sont étroites. Oui, complètement, mais après c'est pareil, il faut la technique, mais bon, on passe 20-30 minutes, mais on est tous ensemble, les adultes, ils peuvent boire un petit verre de vin, mais il faut faire attention à la consommation. Les enfants, c'est très ludique, et ça évite de passer une demi-heure sur TikTok ou sur Instagram, sur son téléphone, comme on fait tous... un peu trop, je trouve. Et on peut faire œuvre de salubrité publique parce qu'on peut aussi manger les invasifs, que sont le crabe bleu, par exemple, ou le king crab, qui est un invasif qui descend de l'Europe du Nord. C'est ça, le king crab, c'est pareil. Bon, après, c'est pas sur nos côtes françaises. Non, mais... déjà, si on s'occupe de l'araignée, puisque les araignées mangent les moules, c'est vraiment très invasif et ça dérègle un petit peu tout. L'araignée, c'est un peu le sanglier de l'agriculteur. C'est-à-dire, c'est invasif, il y en a beaucoup, il y a de la ressource, et on pourrait les manger si on y faisait un peu gaffe. Oui, c'est ça. Il faut en manger, d'ailleurs. Il faut en manger, et c'est pas très cher. Non, c'est ça permet d'être pas très cher. Et honnêtement, sur une araignée, on a quand même, sur une araignée d'1 kilo, on peut trouver 100 grammes de chair. Agrémenté avec une petite mayonnaise, ça fait un apéritif pour 8, donc c'est toujours sympa. Bon, il y a quelque chose que moi j'adore, ce sont évidemment homard et langoustes. Alors, il faut dire qu'on a la chance d'avoir en France peut-être le plus beau homard du monde, ce homard bleu des côtes, des côtes bretonnes, normandes, qui descend même un peu plus. On a la langouste royale, la langouste bretonne qui n'a rien à voir avec la langouste des mers du Sud, on est d'accord? Ah, ça c'est sûr.
Non, on a des très beaux crustacés, homards, langoustes, et en plus, l'été, c'est la période. On pense que c'est l'hiver parce qu'on les met sur les plateaux de fruits de mer, mais ça atteint des prix qui sont exorbitants. Ça sent Noël, là, mais non. Non. L'été, coupé en deux, on prend le corail s'il y en a dans le homard, donc c'est la partie un peu verdâtre, pardon. On met autant de beurre, on tartine sur la chair, on met au barbecue, et là, on se régale. Et moi, j'ai envie de vous parler d'un crustacé qui, pour moi, est encore plus dingue, qui, pour moi, surpasse tout cela, c'est la langoustine. Ah oui. Qui est le bonbon de la mer, quoi. Ah, moi, j'adore la langoustine, et on en pêche, et c'est la saison aussi l'été. Ça, on met ça dans de l'eau, un bon courbouillon, et dès qu'elle remonte à la surface, c'est cuit. Sonia, un dernier mot pour parler de crevettes. Quand j'étais gosse, il y avait du bouquet. Moi, j'allais en Normandie au pousseux, comme on disait, c'est-à-dire ces vanneaux là, des petits filets qu'on poussait devant soi. Il y en a de moins en moins. La crevette grise, elle est petite aussi. Elle est petite, alors qu'il y avait des belles mémères. Aujourd'hui, on est envahi de crevettes du monde entier, beaucoup qui viennent de l'océan Indien. Il faut manger les crevettes du littoral. Il faut manger nos crevettes parce que ça, c'est juste de toute façon, la souveraineté alimentaire, il la faut. Il faut qu'on mange français en premier. Après, on peut toujours se faire plaisir. Moi, ça serait très égoïste que je dise qu'on puisse pas manger des crevettes qui viennent d'ailleurs, sachant que j'ai fait un tour du monde. Oui. Mais déjà, si dans notre consommation régulière, on faisait tous un effort, on serait mieux. Non, puis surtout, ça a du goût, quoi. Une crevette grise, ça a beau être petit, mais ça a le goût d'une grosse gambasse surgelée de plus de goût. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est surtout qu'on a aussi dans les parcs à huîtres des crevettes impériales. Ça fait une symbiose, en fait. Ils nettoient les parcs à huîtres grâce à ces crevettes. Et à la fin de l'été, on les retrouve. Elles ont une belle taille. Et ça, c'est en tartare, délicieux. Bon, si je comprends bien à vous écouter, il n'y a pas de grosse tension sur notre consommation de coquillages, crustacés et poissons pendant l'été. On va pouvoir se régaler sur le bord de la mer. On peut se régaler, il faut toujours réfléchir avant d'acheter, mais on peut se régaler, bien évidemment. Et puis manger du poisson bleu, parce qu'en plus, c'est bon pour la santé. Ah oui, moi, je milite sardine. pour la sardine maquereau, voilà. Mais c'est mes poissons préférés. Merci Sonia Bichet. Avec grand plaisir. Vous savez quoi, on va parler de chaleur, on va passer à un autre animal qui souffre de la chaleur, c'est le cochon. Et je sais que vous aimez bien ça aussi. Notamment avec les huîtres. Ah mais bien sûr, terre et mer, ça marche toujours. Allez, on se retrouve tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, une émission, vous l'avez compris, entièrement consacrée aux effets de la canicule dont on vient de sortir un tout petit peu, et on espère ne pas y replonger, sur notre alimentation en France et nos produits alimentaires. On l'a compris que Sonia Bichet, à l'instant, les coquillages, les crustacés, nos poissons de bord de littoral ont eu chaud, mais il n'y a pas que. Non, il y a d'autres animaux qui ont très chaud, et certains auxquels on ne pense pas toujours. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Eh oui, parce qu'il y a, figurez-vous, des cochons qui souffrent de la chaleur. Pourquoi souffrent-ils plus que d'autres ? Eh bien, parce qu'il y a des cochons à poil long. Enfin, à poil bouclé. Et je suis avec un éleveur ce matin de cochons à poil laineux et bouclé. C'est Pierre-Guillaume Mercadal. Bonjour Pierre-Guillaume. Bonjour Vincent, merci pour votre invitation. Éleveur de porc Mangalica, ou on dit aussi Mangalitsa, si on prononce un peu à la hongroise. À la balkanique, à la hongroise. Voilà. Mangalitsa, alors, Pierre-Guillaume, vous êtes à la frontière de beaux départements, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, à Montjoie, et vous élevez des porcs, donc des porcs d'origine hongroise, hongrois qui sont hongrois, mais ils n'y sont pas, et votre ferme s'appelle la ferme des cochons laineux, ça dit tout. Si on dit laineux, on imagine bien qu'il n'y a pas que le mouton qui souffre de la chaleur. Ça doit être dur pour eux parce qu'ils sont en plein air en plus là. Eh ben, figurez-vous que c'est plutôt l'inverse. Ah ouais. Parce qu'en fait, le cochon laineux qui, comme ça, a une apparence effectivement à plus souffrir de la chaleur, en fait, du fait d'être originaire des pays de l'Est, a une grande résistance à la température. Climat continental, quoi. Voilà. Ouais. Il encaisse le moins 20 et il encaisse le 35. Après, il est évident qu'en plein air, alors je vais pas vous l'apprendre à vous, mais il y a plein air et plein air. Moi, c'est vraiment du cochon élevé dans les bois. Ouais. Donc ils ont leur point d'eau, ils ont de la forêt, donc ils supportent la chaleur. Oui, puis la forêt, ça garde la fraîcheur. L'ombre garde la fraîcheur. Et ça protège du soleil, parce qu'en fait, la faiblesse du cochon par rapport à la canicule, c'est que c'est un animal qui ne transpire pas. Ah ouais, oui. Oui.
Donc ça peut être très violent pour eux, mais paradoxalement, du coup, les cochons les plus victimes de la chaleur, c'est tout ce qui est cochon rose et cochon de bâtiment. Parce qu'en fait, même un coup de soleil peut être fatal pour eux. Ouais. S'il manque d'eau sur une journée de chaleur, ils meurent. Ouais, c'est le coup de chaud, quoi. Et au niveau des bâtiments, pour ceux qui sont élevés en bâtiment, bon, la technologie progresse, mais il peut quand même y avoir des couacs. Et quand il y a des problèmes au niveau de la ventilation en période de canicule, ce qui arrive de temps en temps, il y a des élevages entiers qui meurent, en fait. Eh oui, c'est ça, qui dépérissent, qui périssent sous le soleil. Oui, je vois très bien. Surtout la chaleur et voilà, c'est des animaux en plus qui, du fait de vivre dans des tout petits espaces, sont plus faibles sur le plan cardiaque. Ouais. Donc, et sur le plan immunitaire, parce que quand on vit en plein air, on se fait une immunité, évidemment. Exactement. Bon, c'est ce qui marque le bel élevage. Alors moi j'ai une question pour vous, Pierre-Guillaume Mercadal, puisque vous êtes en pleine région Gasconne, là, le nord de la Gascogne. Pourquoi vous avez été chercher du cochon hongrois alors qu'il y a du noir gascon ? J'ai plusieurs amis qui en font d'ailleurs, mais je me doute. disons que pour moi la meilleure race, et je suis pas le seul à le penser, la meilleure race en cochon, c'est le cochon laineux. Ouais. Parce que c'est meilleur encore plus long. De quel sens ? Meilleur du point de vue organoleptique, du goût de la viande. Au niveau organoleptique, tout à fait, parce qu'en fait la viande, je vais pas vous apprendre à vous que plus on élève longtemps un animal en respectant son rythme, plus la viande est persillée. Savoureuse, et persillée, bien sûr. Et donc déjà ça c'est très important. Et puis après on est aussi sur une race qui a un gras qui est très riche en acides gras polyinsaturés, en oméga 3. Bien sûr, l'acide linolénique. Voilà, on est sur un gras qui est bon pour la santé et sur une viande qui est très différente. Après, bon, c'est la comparaison, la différence. Pour vous donner un peu des chiffres, un cochon rose en bâtiment, il arrive à 120 kilos vifs en 5 mois et demi à 6 mois. Ouais, c'est ça. Un gascon, ça va être quelque chose de l'ordre de 16-18 mois. Et un cochon laineux, c'est 24 mois. La seule race équivalente, c'est l'ibérique. Oui. Et d'ailleurs, c'est les éleveurs de cochons ibériques en Espagne qui ont sauvé le Mangalica à l'effondrement de l'ex-URSS. Oui, parce bien qu'ils sûr. cherchaient une génétique de qualité équivalente ou supérieure parce qu'ils avaient des problèmes de consanguinité. Et c'est eux qui sont allés financer un peu le retour de cette race qui était en train de disparaître en Hongrie et en Roumanie. Grand bien leur en a pris. On est content que les Espagnols se soient occupés de sauver les cochons là où ils étaient. Ça n'a pas toujours été le cas dans la région d'Émilie-Romagne, autour de Parme notamment, où il y avait des cochons noirs aussi merveilleux et ils sont devenus un peu rares. Voilà. Tout à fait. Bon, alors Pierre-Guillaume, j'ai la réponse sur le fait que vous ayez choisi un autre cochon. Du coup, est-ce que la méthode d'élevage, elle se rapproche quand même de ce qu'on voit justement entre Gascogne et Pyrénées ? Ah oui, tout à fait. Disons qu'en fait, l'idée, c'est de leur amener une alimentation saine, mais en fait, on n'est pas... Quand on élève du cochon de bâtiment, on est dans ce qu'on appelle le GMQ, c'est-à-dire le gain moyen quotidien. Il faut que les animaux poussent très vite, faut faire du gras, quelque chose de l'ordre de 500 grammes par jour. C'est ça. Là, pas du tout. Là, l'animal pousse à sa vitesse. Moi, personnellement, je leur fabrique la farine tous les matins. À partir des céréales de mon voisin en bio. Et après, en fait, l'avantage de les avoir que dans des bois, c'est qu'ils mangent toute la végétation qui pousse. Ils fouinent le sol et ils ont à l'automne les glands et les châtaignes qui viennent donner un goût intéressant supplémentaire à la viande. Donc non, ça s'élève du moment qu'on est sur des races rustiques, que ce soit l'ibérique, le gascon, le bigorre, le laineux. Après, la méthodologie est à peu près la même parce qu'on est sur des races qui sont rustiques. Et moi, ce qui m'a fait aller aussi vers le laineux, c'est que c'est donc extrêmement rustique parce que c'est habitué à ce climat continental. Donc ça craint pas l'hiver et ça craint pas trop l'été. Après, quand on arrive à 40, bien sûr, c'est un peu dur pour eux, mais ça va. J'ai jamais eu de perte. Combien vous vendez de cochons par an, vous ? Moi, j'en transforme, on va dire, une cinquantaine par an. Cinquantaine, d'accord. C'est extrêmement raisonnable. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ce que vous faites d'ailleurs, vous le vendez plutôt en frais ou en salaison ? Alors moi, j'ai fait le choix de faire que de la conserve et de la salaison pour ne pas avoir de problème de gestion des DLC, des dates limites de consommation. Les problèmes sanitaires qui sont dingues. Surtout en dépôt-vente. Oui. Donc ça veut dire que vous transformez tous vos cochons.
Voilà, c'est pour ça que j'en fais l'équivalent d'un par semaine sur l'année, voilà. Et puis il faut une rotation parce que l'air de rien, vu que je mets 2 ans à les élever, il en faut 2 autres générations pour arriver à ce que ça tourne. Donc pour faire 50 cochons par an, il m'en faut à peu près 160 sur l'élevage, quoi. Mais le boulot de charcutier, c'est pas le même que celui d'éleveur. Comment est-ce que vous êtes formé à transformer justement ? C'est pas le même tout à fait, mais ce serait comme pour un paysan boulanger ou autre, c'est-à-dire que c'est ça. Le boulot de charcutier, c'est vous qui en plus adorez cuisiner, c'est avant tout pour moi l'amour de la cuisine. Ouais. Le boulot de boucher, c'est très différent parce que la découpe bouchère, c'est un art. Et ça, il faut l'apprendre de manière très... voilà, si on veut vraiment faire de la belle découpe, il faut être extrêmement précis. Le boulot dans la salaison et la charcuterie permet beaucoup plus de légèreté, on va dire, sur la découpe. Il faut connaître ses morceaux, mais c'est tout. On ne présente, à part une copa, un jambon, on présente pas des morceaux entiers. Donc c'est quand même plus simple à ce niveau-là. Et après, la charcuterie, c'est avant tout de la cuisine, de l'assemblage, de saveurs, de choses comme ça. Donc ça, il faut avoir le virus, il faut avoir l'envie. Et puis, je pense aussi que l'agriculture aujourd'hui, l'avenir de l'agriculture autre qu'industrielle, c'est de faire de la qualité et surtout de transformer au maximum son produit pour limiter les intermédiaires et donc arriver à en vivre. Pierre-Guillaume Mercadal, il y a quand même une question que je me pose. Est-ce que en transformant tout, vous ne vous coupez pas de la qualité exceptionnelle de la viande fraîche cuisinée ? C'est-à-dire, si je suis cuisinier dans votre région, a fortiori, il n'y a pas moyen quand même d'avoir un carré, une échine, enfin... Ah non, mais bien entendu, sur commande, on peut s'arranger. Mais sur mon site internet, je privilégie pas ça. Et puis en plus, parce que de toute façon, on valorise forcément moins la viande fraîche qu'une viande transformée. Mais après, oui, bien sûr. Et puis, écoutez, peut-être qu'un jour, j'aurai le plaisir de vous en faire cuisiner à vous. Oh, alors là, oui, ça c'est pas impossible, vu mon amour de la bestiole. Encore un mot pour vous demander, au fond, qu'est-ce que vous attendez cet été ? Est-ce que vous vous êtes vissé à votre bulletin météo ou est-ce que, en définitive, avec votre élevage en forêt, c'est moins impactant les conditions climatiques et avec la variété Mangalica ? Alors, de toute façon, dès qu'on travaille dehors, on y est quand même vissé parce qu'il faut s'organiser parce que quand il fait 40, on peut pas commencer à travailler à 8 ou 9 heures du matin, ça marche pas. On a la moitié de la journée où on peut pas travailler dehors. Et puis après, effectivement, disons que quand on passe les 40 degrés, un peu comme pour un potager, en fait, le matin et le soir, il y a des zones où, par exemple, avec un tuyau d'arrosage, je vais envoyer de l'eau en plus pour faire ce qu'on appelle des souilles, c'est-à-dire des zones où la terre se mélange à l'eau et où ils viennent se rouler. Des petits jacuzzi debout, des bains debout. Tout à fait. Mais après, ils ont la chance d'avoir des mares, donc ils peuvent quand même se baigner. Et l'été, on les voit un peu comme des crocodiles. Le cochon est entièrement immergé, il y a que le groin qui sort de l'eau, c'est assez rigolo. Et avec une coquille debout séchée sur le haut du dos, quoi. Exactement. Oui, mais c'est comme ça qu'ils se maintiennent au frais et puis qu'ils évitent les parasites aussi, parce que c'est comme les phacochères, quoi, dans la brousse, quoi, dans la savane. Effectivement. 50 cochons par an. Je pense que ceux qui nous écoutent, ça doit les titiller. Vous redonnez le nom de votre site internet ? cochon-laineux.fr. Cochon-laineux, le cochon laineux. Ça me rappelle une vieille chanson qu'on chantait dans les cars de colonies de vacances quand j'étais enfant. On disait le mouton est un animal à poil laineux. Ça marche aussi avec les cochons. Ah, poil laineux. Ah, poil. Voilà, ça c'était une petite blague de boomer. Ça va encore faire râler mes filles. Merci beaucoup Pierre-Guillaume d'avoir été avec moi ce matin. Restez à l'écoute si vous le voulez parce que après j'ai eu la chance d'aller cette semaine interviewer quelqu'un que vous connaissez, Mélissa Djabourian, qui est la présidente des charcutiers du Grand Paris, pour la fugue des charcutiers. La fugue, c'est pas merveilleux, une sorte de club des dingues du cochon. Allez, à tout de suite. Léal Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Après une moitié d'émission dans le poisson, on était dans le cochon et on va y rester. Cette semaine se tenait en Ile-de-France la fugue des charcutiers. Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de fuite en avant des dingues du cochon. Non, c'est toute la profession charcutière qui se réunissait. Il faisait un peu chaud, mais j'ai quand même rencontré la présidente.
Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Mélissa Djabourian, bonjour Mélissa. Bonjour Vincent. La fugue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charcutiers ont besoin de s'échapper de leurs officines? Exactement, il y avait urgence. Et donc du coup, on a fait un petit cochon avec des ailes et on a fugué, exactement. Alors chaque année, en fait, cet événement réunit évidemment, on va dire vos adhérents pour une journée de pique-nique, de rencontres, de rencontres aussi avec vos partenaires historiques tout au long de l'année. À quoi ça ressemble ici pour ceux qui nous écoutent? Eh bien écoutez, ici c'est la réunion des épicuriens. Il y a les partenaires, les jurys de nos concours et il y a également les chefs d'entreprise de la région. Et j'aime bien dire que c'est une journée de cohésion. Les charcutiers, il y a 30 ans, c'était 1600 charcutiers sur la région. Aujourd'hui, on est moins de 200. Donc il y a urgence et c'est pour ça qu'on fugue, parce qu'on a besoin de cette journée de cohésion. C'est une sorte de team building pour compter les forces en présence et pour dire on lâche pas l'affaire. C'est ça, et c'est surtout aussi pour se dire ok, on est tous ensemble, on s'échange des tips, on rencontre nos partenaires parce qu'on est tout le temps dans l'urgence. Et donc du coup là, on se voit, on se rencontre, on passe du bon temps. Et c'est quand même vachement mieux autour d'une côte de cochon. Oui, surtout pour les charcutiers, c'est sûr. Mélissa Djabourian, vous êtes charcutière vous-même, évidemment, on s'en doute, à Sceaux, à Maison de Lay. Comment se porte la charcuterie parisienne qui peut être aussi considérée comme une part importante de la charcuterie française? Écoutez, à Paris, on est beaucoup de charcutiers. Et il en reste à la fois peu, mais ceux qui restent, ce sont les meilleurs. Donc j'ai confiance en notre métier. Aujourd'hui, à la rentrée de septembre, on sera 3 classes de BP. C'est un record. BP, brevet professionnel. Des charcutiers à l'école du CEPROC. Oui. Et je suis hyper fière parce que les jeunes qui arrivent, ils ont vraiment cette fibre d'apporter, de savoir sublimer les produits de charcutier. Donc du coup, c'est tout bénef. Alors, on dit charcutier, il faut penser charcutier traiteur, oui. Qui sont les deux versants de ce métier. D'un côté, vraiment la fabrication de produits à partir du cochon, la fabrication. De l'autre côté, c'est plus de la cuisine, de la préparation, que ce soit pour les boutiques ou pour les événements. C'est assez divers en définitive comme métier. Oui, et puis, comme je te l'ai déjà dit, on est les précurseurs. Vous savez, la vente à emporter, nous, c'est dans notre ADN. À l'époque, on nourrissait les ouvriers, enfin tout le monde en plat emporté. Et maintenant, les gens qui travaillent viennent chez nous le soir chercher les produits. Et c'est vraiment avant toutes les applications qui puissent exister maintenant. Donc c'est vraiment, ça fait partie de notre métier. Moi, je me pose une question, Mélissa Djabourian. C'est une question de génération. Évidemment, les produits charcutiers, et que ce soit ici mais à travers toute la France, sont très reliés à une image d'une population un peu vieillissante, un peu tradie, un peu nostalgique peut-être d'une époque où le charcutier était plus un notable dans son village ou dans sa ville. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes vous suivent? Est-ce que vous voyez un sursaut? En fait, je crois que ça ne s'est jamais arrêté. Réellement, on ne fait pas un apéro en France sans du saucisson. Un saucisson, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Les chiffres sont incroyables. Tout le monde consomme du saucisson. Enfin, voilà, c'est dans notre ADN, vraiment. Moi, j'ai très confiance en ce qui concerne la charcuterie. En plus, la force qu'on a, c'est qu'on fabrique. Donc, on fait de la charcuterie raisonnée, moins grasse, moins salée. On fait de la charcuterie qui évolue avec qui suit l'époque. Oui. Ah oui. Quand vous allez pousser la porte d'un charcutier traiteur, vous trouvez de la charcuterie qui est en adéquation avec l'époque. Oui, avec l'époque, pour certains en tout cas, parce que la mode, elle est plutôt au VG, à moins mais mieux, et ça doit être pas si facile que ça de se battre avec son produit phare qui est la viande de porc. Franchement, je pense sincèrement que, en effet, on a connu des périodes compliquées, mais ça revient. Ça revient parce qu'en fait, les jeunes sont attachés. Regardez, il y a des jeunes de 20 ans qui s'intéressent au vin, quand nous, on en avait 30. On commençait à s'intéresser au vin. Je crois qu'on a besoin de se rassurer. Le fromage, la charcuterie, le vin, c'est vraiment des choses où de plus en plus jeunes, avec les réseaux, avec tout ça, on s'intéresse de plus en plus jeunes aux produits authentiques et manger moins, mais mieux. Et on répond à la demande. Et vous en êtes la preuve puisque vous venez d'avoir 35 ans. Oui. Mélissa Djabourian, une très jeune présidente, qu'on imagine plutôt être
voilà, une confédération plutôt menée par des vieux barbons attachés à leur... Non, comment est-ce que vous êtes monté aussi vite à cette place ? J'ai commencé très tôt, j'avais 16 ans. Et en fait, ils m'ont choisi parce que j'incarnais la jeunesse. Et j'avais des idées pour redorer un petit peu ce métier. La charcuterie, c'est glamour. C'est un bijou. Et je pense que c'est pas incompatible, l'authenticité et la qualité et le luxe. Donc on est là pour reprendre redonner les lettres de noblesse aux charcutiers et on est déterminés, vraiment. Alors ici, à la Fugue des charcutiers, évidemment, beaucoup d'activités ludiques. On est là d'abord pour rigoler, pour se rencontrer, pour passer du bon temps. Mais vous y avez associé des partenaires qui sont des partenaires des fabricants, des distributeurs. Et je note que jadis, il n'y avait pas le choix. Soit on fabriquait soi-même à partir de la matière brute, soit on allait acheter de l'industriel. Et c'est glissé entre les deux des maisons sérieuses, j'ai envie de dire, des maisons d'artisanat à plus grand débit ou des maisons d'industrie à qualité presque artisanale. C'est ce que vous avez voulu faire aujourd'hui. Je prends l'exemple de la maison Montalet qui est là, qui fournit du cochon à pas mal d'entre vous et des produits finis, évidemment de la saucisserie, des saucisses, etc. C'est important pour vous de les associer. Oui, parce qu'en fait, quand on ne peut plus faire, soit par manque de place, soit par manque de personnel, il faut impérativement qu'on revende de la qualité d'un artisan. Donc c'est pour ça qu'on s'entoure bien avec la maison Mars, avec la maison Bellor, que des partenaires qui peuvent nous apporter une réelle valeur ajoutée à nos produits finis. C'est essentiel. Oui, parce que la fabrication, elle est compliquée. Ça demande des normes de plus en plus drastiques, des locaux adaptés. C'est pas si facile de faire sa saucisse ou son jambon. Non, c'est beaucoup de matériel et c'est des compétences. C'est pour ça que le CEPROC nous accompagne et qui forme un maximum de jeunes. Le CEPROC, c'est l'école de charcuterie. Hein. Oui, elle a été fondée par les charcutiers. Ils forment tous nos charcutiers et reconversion professionnelle en 1 an, CAP, brevet professionnel, ils nous accompagnent au quotidien. Ils accompagnent et notamment ils forment aussi au métier de la cuisine. Oui. Parce qu'on ne le dit pas assez, mais fabriquer de la charcuterie est une chose, il faut aussi cuisiner pour la partie traiteur. Vous-même, vous avez une jambe dans chacun des métiers, tant en boutique que pour l'événementiel. C'est une part importante du chiffre d'affaires d'un charcutier, la partie traiteur ? Oui, ça dépend en province beaucoup plus encore, mais chez nous, à Paris, les plats cuisinés, ça représente une belle tranche du chiffre d'affaires, la crudité, parce que chez un charcutier traiteur, on trouve des crudités fraîches, de saison. Donc oui, c'est une part importante. Mélissa Jabourian, j'ai l'impression qu'au fil des années, vous redorez le blason au point de rendre les charcutiers fiers de dire leur métier. Il y a encore 10 ans, on les voyait passer à l'ombre des pas de porte. La nuit, ils se cachaient là où les réverbères n'illuminaient pas le trottoir. On avait un peu honte d'être charcutier. Aujourd'hui, c'est un peu une fierté. C'est ça. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était une voie de garage. Maintenant, c'est vraiment une voie choisie. Et je suis hyper fière de tous les jeunes qui nous rejoignent. Et on est là, on les accompagne. On a créé une société. Tous les jeunes qui veulent ouvrir une charcuterie sur Paris, on les accompagne financièrement. On est là pour les aider et financièrement et dans le savoir et les accompagner avec tous nos partenaires. Rejoignez-nous. Alors voilà, vous voyez, c'est l'appel de la présidente Mélissa Jabourian. Encore un mot, ce métier de charcutier, il s'apprend à partir de quel âge, en combien de temps? Et ailleurs qu'au CEPROC, c'est possible, j'imagine. Oui, mais enfin, le CEPROC, c'est quand même la meilleure école de charcuterie. À partir de 16 ans, on vous prend en stage dès la 3e. Il faut appeler le syndicat. Tous les charcutiers de Paris prennent les stagiaires de 3e pour vous faire découvrir le métier. Et c'est un CAP, un BP. En 4-5 ans, vous devenez des professionnels avertis et vous gagnez votre vie. Donc, venez nous rejoindre. Alors, je voudrais rassurer, avant de finir, nos auditeurs. Votre voix, qui n'est pas très naturelle aujourd'hui, n'est pas due à un coup de froid attrapé, puisque aujourd'hui il fait très chaud, mais plutôt parce que vous n'arrêtez pas de chanter et d'haranguer les foules ici pour exhorter les charcutiers à se faire connaître. C'est ça, le micro n'était pas assez puissant, donc j'ai perdu ma voix. Alors, on va retourner du côté des barbecues parce qu'il y a des magnifiques côtes de cochon qui sont en train de cuire. Exactement. Et ça sent bon. La cochonaille du Haut-Bois, cochon élevé sur paille, le goût de la qualité.
On se dit que nos charcutiers sont bien nourris ici et qu'ils vont bien nourrir à leur tour leurs clients. Merci Mélissa. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Oh là là, je suis déjà nostalgique de cette fête dont le cochon était le héros encore une fois. Voilà, l'émission s'achève avec un petit peu plus de fraîcheur. Enfin, c'est très relatif pour certains, notamment dans le sud. Mais en tout cas, c'est mieux aujourd'hui qu'au milieu de la semaine écoulée. Et puis quelques pluies ont un peu rafraîchi l'atmosphère pour les plus chanceux. Allez, dans un instant, les informations de 11h. Puis vous retrouverez Alexandre Devecchio en toute vérité. Bon dimanche à tous. À l'écoute de nos programmes, c'est le jour à sortir les hamacs et les chapeaux de paille. Les Halles Métro, premier fournisseur et livreur de produits frais et locaux aux restaurateurs partout en France, vous a présenté Sud Radio, Ferniaud fait le marché.